Bonjour Bameur, Bameuse. Nous sommes ce matin au Presse Club de Bruxelles pour interviewer Patrick Pazin avant sa conférence de presse sur sa plainte déposée contre le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, pour la guerre en Ukraine. Bonjour Patrick Pazin. Bonjour Katiouchka, bonjour Bam, et puis bonjour à toutes celles et ceux qui nous regardent. Alors oui, donc effectivement, moi je suis un citoyen français et je suis principalement éditeur de livres, et nous avons également ouvert une chaîne sur abonnement qui s'appelle novimondi.tv, qui montre en fait que l'âge d'or est déjà là, qu'en fait il y a des solutions dans tous les domaines, on peut avoir des récoltes extraordinaires sans chimie, etc., etc. Et alors, pourquoi cette plainte ? Parce qu'en fait, le fin mars 2022, donc un mois après le déclenchement de la guerre en Ukraine, lorsque la Russie et l'Ukraine étaient proches d'un accord qui a été négocié à Istanbul, et qui paraissait équitable et qui paraissait la sagesse, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu Boris Johnson, à l'époque Premier ministre anglais, se précipiter à Kiev. En résumé, dire au président Zelensky qu'il ne pouvait pas signer d'accord avec la Russie et que la guerre devait continuer jusqu'au dernier Ukrainien, comme un sénateur américain l'a dit publiquement. Et donc, quand j'ai vu qu'en fait, petit à petit, la guerre, petit à petit, en fait, que la volonté réelle, c'était de faire la guerre. Du coup, comme c'est un dossier que je suis depuis longtemps, ça fait longtemps que j'allais dans les pays de l'Est. En fait, je me suis décidé à écrire un livre qui s'appelle Guerre en Ukraine, la responsabilité criminelle de l'Occident. Et donc, la responsabilité criminelle de l'Occident, parce que incontestablement, tout avait été fait pour précipiter cette guerre, et notamment par l'OTAN, de la part de son secrétaire général. Donc Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'OTAN, avait le pouvoir d'empêcher cette guerre. Bien au contraire, il l'a attisée. Alors, de quelle façon ? Tout d'abord, le 18 janvier 2022, donc nous sommes à un mois du déclenchement de la guerre, il est à Berlin avec le chancelier Scholz, et ils font une déclaration où ils disent « Oui, nous allons recevoir les représentants de la Russie pour écouter leurs préoccupations ». Donc c'est magnifique. Sauf que au même moment, ils donnent un entretien au Spiegel, donc le grand magazine allemand, qui publie cet article le lendemain. Et le journaliste fait son travail et lui dit « Mais est-ce que l'OTAN n'avait pas promis aux Russes de ne pas s'étendre à l'Est ?» Et à ce moment-là, il répond non, il n'y a jamais eu une telle promesse. Il ajoute même, pour ceux qui parlent allemand, Hinterzimmer, c'est-à-dire que même en coulisses, même en arrière-cour, il n'y a jamais eu ces discussions-là, et que tout ça, c'est faux. C'est exactement ce qu'il déclare au Spiegel. Or, en fait, c'est un mensonge, et je ne pèse même pas mes mots, je le redis, c'est un mensonge, parce qu'en fait, sur le site même de l'OTAN, il existe un discours de l'ancien secrétaire général qui s'appelle Manfred Wörner, du 17 mai 1990, où il explique que l'OTAN s'est engagée à ne pas dépasser le territoire de la République fédérale d'Allemagne, ce qui donne de solides garanties de sécurité à l'Union soviétique. Je répète, donne de solides garanties de sécurité à l'Union soviétique. Donc, quand Jens Stoltenberg, en 2022, donc une trentaine d'années plus tard, dit qu'il n'y a jamais eu de tels accords, de telles promesses, pas même en arrière-cour ou dans les coulisses, c'est faux, puisque l'OTAN le publie sur son site même. Donc, on ne peut pas imaginer, en plus, en tant que secrétaire général de l'OTAN, il est président du comité OTAN-Russie. En 2022, ça fait 8 ans qu'il est à la tête de l'OTAN, donc il a eu le temps d'étudier le dossier. Enfin, en tout cas, on peut l'imaginer. Donc, en fait, il n'a aucune circonstance atténuante, parce qu'en plus, 6 jours avant le déclenchement des opérations par les Russes, donc le 24 février,
toujours le Spiegel, donc le 18 février, publie un article disant « Mais en fait, oui, nous avions garanti aux Russes de ne pas nous étendre à l'Est. » Donc en fait, si Jens Stoltenberg, à ce moment-là, ou même le 19 janvier, avait simplement déclaré « Il est vrai que nous avons promis aux Russes que nous sommes engagés », parce qu'en fait, ce n'était pas une simple promesse, c'était un engagement, comme l'a confirmé Manfred Wörner. Si Jens Stoltenberg avait dit le 19 janvier ou le 18 février, enfin, les occasions n'ont pas manqué, en disant « Oui, nous nous sommes engagés à ce que l'Ukraine n'entre pas dans l'OTAN », la désescalade était immédiate. La désescalade était immédiate. Parce qu'en fait, ça c'est une ligne rouge que les Russes ont exprimée depuis 1990, en fait depuis la réunification de l'Allemagne. Particulièrement l'Ukraine ne peut pas entrer dans l'OTAN. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la conséquence, en fait, c'est que dans ce cas-là, les États-Unis pourraient installer des bases militaires en Ukraine et, on va dire, contrevenir à l'esprit du traité de non-prolifération nucléaire, dont l'article 1er dit que les États partis à ce traité ne peuvent pas transférer ou donner le contrôle d'armes nucléaires à des pays qui n'en ont pas. Donc, ça leur permet, par exemple, aujourd'hui, de disposer de bombes nucléaires en Belgique ou en Allemagne sans violer l'article 1er du TNP, mais n'empêche que ces bombes sont là. Or, si demain, elles sont en Ukraine, Moscou est à vol d'avion, vol d'oiseau est à 800 km de Kiev, à peu près. Si effectivement une bombe nucléaire part de l'Ukraine sur Moscou, les Russes n'auront pas le temps de l'intercepter. Et d'ailleurs, ça pose une question, c'est avec l'entrée de la Finlande dans l'OTAN, ils ont déjà accordé effectivement l'autorisation aux Américains d'utiliser 15 bases. Quid de bombes nucléaires américaines stationnées sur le sol finlandais? Qu'est-ce que cette plainte pourrait avancer sur le plan des négociations ou des conséquences de la guerre? Oui, ça, effectivement, c'est une question fondamentale, mais il y a un point fondamental à comprendre d'abord, c'est que, en fait, l'OTAN, et notamment son secrétaire général, puisqu'il est le porte-parole de l'OTAN, ne va pas arrêter de jeter de l'huile sur le feu et de répéter, en fait, que l'agression de la Russie est de son seul fait, qu'elle est injustifiée et non provoquée. Bon, il suffisait de dire que l'Ukraine n'entrerait pas dans l'OTAN pour que tout le monde se mette à table et qu'il ne se passe rien. Mais en fait, je reviens juste un petit peu en arrière. Le 16 janvier à Washington, lors d'une conférence de presse avec le président Biden, un journaliste du New York Times lui pose la question « Est-ce que la Russie va envahir l'Ukraine ?» Donc nous sommes le 16 janvier. Le président Biden répond « Je pense qu'il va le faire et qu'il en paiera un prix très lourd. » Donc, le 16 janvier, publiquement, les États-Unis annoncent que la Russie va envahir l'Ukraine. Et rapidement, les médias anglo-saxons fixent une date dans la nuit du 15 au 16 février. On est en 2022. En 2022. Donc, c'est, à ma connaissance, c'est la première fois que je vois qu'un pays qui va être assailli annonce le jour précis où il va l'être. Bon, les Russes disent non, on n'a pas de raison d'envahir l'Ukraine. Et effectivement, quand on regarde, ils n'ont pas de raison d'envahir l'Ukraine. Je rappelle que la Russie, c'est même pas 150 millions d'habitants. C'est-à-dire, c'est moins que la population de la France et de l'Allemagne réunies, qu'ils ont un pays de 17 millions de kilomètres carrés dont ils ont une population trop peu nombreuse pour l'exploiter. Donc, qu'est-ce qu'ils iraient s'embarrasser de l'Ukraine, voire de l'Europe de l'Ouest? Quel est l'intérêt d'attaquer l'Allemagne, la Pologne, etc. Bon. Et donc, en fait, il y a un certain nombre de mesures qui vont être prises avant, justement, la fameuse nuit du 15 au 16 février où les Russes sont censés attaquer l'Ukraine. Le 13 février, par exemple, tous les vols commerciaux sont suspendus au-dessus de l'Ukraine, plus de vols commerciaux. Ce jour-là, le bureau présidentiel de l'Ukraine, donc de M. Zelensky,
fait un communiqué disant « On nous annonce que nous allons être envahis par la Russie dans la nuit du 15 au 16 février. Nous ferons de ce jour un jour de fête. » Je garantis qu'il a écrit ça. Nous ferons un jour de fête de l'attaque de la Russie. Nous jouerons l'hymne national, les drapeaux seront partout sur les façades. Bon. Les États-Unis ensuite transfèrent leur ambassade de Kiev vers le Lviv, donc à l'ouest du pays. Et puis, patatras, il ne se passe rien. Dans la nuit du 15 au 16 février, la Russie n'envahit pas l'Ukraine. Décidément, les Russes n'ont pas compris ce qu'on attendait d'eux. Et à ce moment-là, il y a 2 casus belli qui vont être créés, qui de toute façon ne pourront obligeront les Russes à intervenir. Alors les 2 casus belli, quels sont-ils ? C'est assez facile. Donc, selon l'OSCE, l'Organisation de sécurité et de coopération en Europe, donc organisme officiel, qui est chargé de surveiller ce qui se passe sur le front ukrainien entre les 2 républiques du Donbass et l'Ukraine, constate par exemple que alors nous sommes le lundi 14 février et que le mardi 15 février, donc la nuit où doit être envahie l'Ukraine, en fait il n'y a quasiment pas de violation du cessez-le-feu entre les deux côtés, quasiment pas. Et puis, en fait, les Russes n'envahissent pas l'Ukraine. Et là, immédiatement, le mercredi, on passe d'une centaine d'explosions, de violations du cessez-le-feu, ce qui est peu par rapport aux années précédentes, à quasiment 500. Donc ça, c'est le mercredi. Et le vendredi, on en est à plus de 1800, toujours les chiffres de l'OSCE. Et avec l'utilisation d'armes lourdes contre les populations civiles du Donbass. Donc, de la part des Ukrainiens. De la part des forces armées ukrainiennes. Ce qui est strictement interdit par les accords de Minsk, les conventions de Genève, le protocole 2 additionnel, enfin tout. Enfin, je veux dire, on ne peut pas attaquer les populations civiles comme ils le font, surtout à l'arme lourde. Ça, c'est le premier casus belli. Et je vais expliquer pourquoi on parlera du deuxième après. Les Russes sont obligés de réagir parce qu'ils ne peuvent pas laisser les populations civiles du Donbass se faire massacrer. Et d'ailleurs, moi, en tant qu'éditeur, j'avais édité une jeune Ukrainienne, Faina Savankova. Je montre le livre. Donc, Faina Savankova, qui a 15 ans, et en fait, qui est à l'époque, depuis l'âge de 12 ans, sur l'horrible site Mirodvorets, géré par les services de renseignement ukrainiens. Elle fait partie de la liste des ennemis à abattre depuis l'âge de 12 ans, alors qu'elle habite Lugansk et qu'elle est ukrainienne à l'époque, simplement pour avoir participé à un concours de littérature russe. Et donc, le vendredi 18 février, quand les forces armées ukrainiennes attaquent le Donbass à l'arme lourde, à ce moment-là sont évacuées près de 100 000 personnes, donc femmes, enfants, personnes âgées, de l'autre côté de la frontière, c'est-à-dire en Russie, du côté de Rostov-sur-le-Don. Et d'ailleurs, je m'inquiète, effectivement, je pose la question de savoir si Faina va être évacuée aussi parce que elle est une cible. À ce moment-là, se produit le deuxième casus belli, c'est-à-dire que le vendredi 18 février commence la fameuse conférence sur la sécurité de Munich. Est invité le président Zelensky, qui doit intervenir le samedi 19. Et donc le 19, il annonce qu'il veut faire annuler le mémorandum de Budapest de 1994, qui prévoit qu'en fait, aucune arme nucléaire ne peut être stationnée sur le sol ukrainien. Donc en fait, il y a l'attaque des populations civiles, et il y a l'annonce par le président Zelensky qu'il veut supprimer le mémorandum de Budapest de 1994 qui interdit le stationnement d'armes nucléaires en Ukraine. Là, les Russes comprennent enfin que les accords de Minsk, c'était du vent. D'ailleurs, Angela Merkel l'a rappelé, puisque je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais elle a fait une déclaration, je pense que c'était à Die Zeit, où elle expliquait que les accords de Minsk, et elle l'a vraiment expliqué, enfin, je l'ai lu en allemand, il n'y a aucun doute, les accords de Minsk ont servi à donner du temps à l'Ukraine pour s'armer. La paix là-dedans, pas question, quoi. Et François Hollande l'a confirmé d'ailleurs. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont enfin reconnaître
l'indépendance des deux républiques de Lugansk et de Donetsk, qui s'était créée en avril 2014, mais que la Russie n'avait jamais reconnu tant qu'elle pensait que les accords de Minsk s'appliquaient. Et donc là, ils vont reconnaître les deux républiques. Les deux dirigeants des deux républiques se rendent à Moscou le lundi pour signer des accords d'assistance, d'amitié, etc., et notamment militaires. Donc du coup, ça change tout parce que dorénavant, attaquer le Donbass, c'est attaquer la Russie. Donc beaucoup de gens pensent que ça y est, ça va se calmer. Mais en fait, pas du tout, puisque pendant le week-end, le lundi et le mardi, le lundi, il y a un record de bombardements. On est à près de 2000 bombardements, toujours selon les chiffres de l'OSCE. Et donc les Russes n'ont pas d'autre choix que d'intervenir. En fait, et le droit humanitaire leur en fait obligation. Ça, c'est le R2P de 2005, le article 138-139, enfin, on ne va pas entrer dans les détails. Mais et en plus, il y a l'article 61 de la Constitution de la Fédération de Russie qui fait obligation à la Fédération de Russie de porter assistance et secours aux Russes à l'étranger. Or, une bonne partie des habitants du Donbass ont un passeport russe. Donc, constitutionnellement, le président doit porter secours aux citoyens russes, même s'ils ont double nationalité avec l'Ukraine. Et puis les Ukrainiens, et je reviendrai à ta question du début, en fait, les Ukrainiens, en attaquant les populations civiles, perdent le bénéfice de l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Qu'est-ce que l'article 51 ? En fait, c'est le droit à la légitime défense. On ne peut plus dire « Ah non, mais on est en légitime défense contre les Russes » à partir du moment où on a attaqué les populations civiles à l'arme lourde, ou qu'on n'a pas respecté les accords de Minsk, qu'on n'a pas respecté les accords de Genève. Ils ont tout. Le droit international est piétiné par les Ukrainiens. Ils ne peuvent pas ensuite réclamer le bénéfice de l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Et c'est pour ça que ça peut sembler étonnant par rapport à ce qu'on entend depuis 2022. Le droit international est plutôt du côté de la Russie. Parce que quand on bombarde des populations civiles, on ne peut pas dire après venez à mon secours. Je suis en légitime défense. Non, je suis en défense, mais elle est plus légitime du tout. Je comprends. Tu as aussi déposé plainte en France. Oui. Et donc, quelle pourrait être la conséquence de ces deux plaintes ? Déjà, c'est de dire on n'a pas le droit de violer le droit international. C'est ce que fait Jens Stoltenberg. Alors, la Charte des Nations Unies ne prévoit pas de sanctions contre ceux qui violent le droit international. Donc il est très important que ce soit du coup les justices belges, françaises et d'autres pays qui se saisissent de cette situation de droit pour faire évoluer le droit international. Parce qu'en fait, il est inacceptable qu'un secrétaire général de l'OTAN ou même qu'une présidente de la Commission européenne, c'est la même chose, ou que le président du Conseil de l'Europe, ou etc., prennent des décisions qui vont détruire des millions de vies et qu'ils n'en payent pas le prix alors qu'ils ont incontestablement violé le droit international et donc le droit national. Est-ce que ces plaintes pourraient vraiment avoir un effet contraignant ? Alors, maintenant, c'est à la justice belge d'en parler, mais ce que je te propose, justement, c'est d'interviewer notre avocat qui, justement, va te donner quelques indications sur le plan judiciaire. Mais l'objectif, c'est vraiment très important. Je suis ravi réellement de le déposer, cette plainte auprès de la justice belge, parce que elle a les capacités. En plus, Jens Stoltenberg a répété qu'il est assis à Bruxelles. À un moment, il fait une déclaration absolument... il dit oui, assis à Bruxelles, nous n'allons pas dire aux Ukrainiens comment combattre. Ça, c'est leur mission. Ah bon, c'est la mission des Ukrainiens. Et il dit juste après, il déclare devant le Parlement européen, donc ça c'est le 7 septembre 2023, donc 1 an et demi après, il dit oui, Poutine nous avait envoyé un accord, un projet de traité à l'automne, mais nous ne l'avons pas signé. Parce que, en fait, il voulait que nous nous engagions à ne pas élargir l'OTAN, et c'était une condition pour ne pas envahir l'Ukraine. Il le dit.
C'est devant la commission des affaires étrangères du Parlement et la sous-commission de la sécurité et de la défense, le 7 septembre 2023, il déclare en fait qu'il savait qu'une condition pour ne pas envahir l'Ukraine par la Russie, c'était de ne pas la mettre dans l'OTAN. Et il dit, nous n'avons pas signé ça, bien sûr, of course, si tu fais entrer l'Ukraine dans l'OTAN et l'OTAN dans l'Ukraine, ça va entraîner l'invasion de l'Ukraine, la guerre, et en plus tu as le cynisme de dire, bien sûr, c'est combien de millions de vies, enfin, l'Ukraine est détruite, hein. C'est les centaines de milliers de morts, de blessés, etc. L'Ukraine, c'est fini, il n'y a plus d'hommes. Démographiquement, donc oui, l'OTAN a contribué à détruire ce pays. Donc c'est pour ça qu'on me dit oui, mais est-ce que tu es pro-russe? Je suis pas pro-russe. Moi, la paix. Et la dernière option qui nous reste, c'est parce que je vois pas comment on va sortir de cette situation. Parce qu'évidemment, pendant ce temps, on vend des armes, les banques continuent, les fonds d'investissement se positionnent, etc., etc. L'Ukraine devrait être un des pays les plus riches d'Europe, hein. Bon. Et donc, beaucoup de gens, et certainement pas les populations, ont intérêt à ce que ça continue. Merci beaucoup pour cette interview. Et juste par curiosité, qu'est-ce qui s'est passé avec Fina? Donc, ceux qui suivent Fina, tout va bien, elle va à l'école, elle aura bientôt 16 ans. Enfin, c'est une adolescente qui a beaucoup de talent. Merci beaucoup.